Donc, bienvenue au débat de Podren, débat intitulé cette année le podcast Nos Futurs. Pareil, je laisse les gens qui n'ont que l'audio chercher. Il y a un jeu de mots, ouais, il y a peut-être un jeu de mots. C'est une première cette année parce que c'est un débat qu'on fait sans Johnny Pigeon, c'est une première cette année. Donc pour resituer le contexte, 2018, c'est-à-dire l'année dernière, ça a été une année assez charnière, en tout cas pour le podcast, dans sa représentation médiatique. Non pas que le podcast n'existait pas avant 2018, mais si on regarde, on fait une petite revue de presse, c'est vrai qu'on a quand même une explosion du nombre d'articles dans différents médias consacrés au podcast. C'est également l'explosion également d'un certain nombre d'initiatives. C'est aussi la raison pour laquelle Podren a ouvert une scène alternative dont la plupart des personnes qui sont ici vont y participer et restent à votre disposition pour toutes les questions que vous avez sur leurs initiatives qu'elles vont présenter tout à l'heure dans le cadre de ce débat. Il y a différents thèmes qui donc arrivent, c'est notamment la question de l'argent, puisque voilà, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Voilà, ça, moi en introduction, j'ai tendance à penser que l'argent et le podcast, c'est ni un problème, ni une solution. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire, mais ça, je vais laisser les personnes qui sont ici présentes répondre à cette question. Je pense qu'en revanche, la représentation médiatique, ça a été une sorte de loupe grossissante. Toute la question est de savoir sur quoi grossit la loupe. Est-ce que ça va finir par se concentrer que sur les gros studios, les grosses initiatives, les personnes qui ont des moyens, ou si les amateurs arriveront à garder leur place dans tout ça, et par quel moyen. Et c'est aussi une loupe grossissante, évidemment, sur le milieu journalistique, puisque les journalistes, c'est naturel, écrivent sur ce qu'ils connaissent. Et donc, voilà. Je vais maintenant vous présenter, voilà, après cette petite introduction qui donnera lieu à débat, je vais maintenant vous présenter dans l'ordre les différentes personnes qui ont accepté de venir sur cette scène. Je rappelle que une fois que toutes les personnes se seront plus ou moins exprimées, vous n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez venir participer. Il doit rester un micro qu'on peut dégager pour venir, pour vous puissiez intervenir. Je vous appellerai alors pour venir sur scène. Mais sans plus attendre, je vais présenter. Donc, je vais essayer de ne pas me planter parce que les prénoms aujourd'hui, c'est pas ma spécialité. Il y a tout d'abord Jean-Baptiste de Talker. Bonjour. Bonjour. Ensuite, c'est Luc du podcast Retour vers le Turfu et tu as créé autre chose dont j'ai Tu as oublié ? Que j'ai oublié, tout à fait. Le podcast Noobs, ouais. Bonjour à tous. Voilà. On a également Fanny de Studio Dilettante, un nouveau studio sur Rennes qui participe également au podcast Ludologie. Bonjour. On a Karine de Elson. Bonjour à tous. Et enfin, on a Pof de la plateforme PodCloud. Bonjour. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir accepté de participer à ce débat. Je vais d'abord demander s'il y en a un d'entre vous qui veut réagir à ce que je viens de présenter en termes, en tout cas, sur 2018 et la représentation médiatique du podcast. On viendra juste après sur vos différentes initiatives. Fanny, oui. Alors, quand j'ai cherché un petit peu autour en fait du sujet du débat, j'ai remarqué en fait que tout début 2018, il y a eu les Assises internationales du journalisme, dont la conférence d'ouverture a été la folie des podcasts. Point d'interrogation. Du coup, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas aussi un lien avec... donc, c'est quand même une grosse conférence où tous les journalistes des gros médias nationaux et régionaux vont. Donc, quand bien même il y en avait qui pouvaient être au courant, tous ceux qui ne l'étaient pas ont découvert par ce biais de cette ouverture ce qu'était le podcast. Donc, c'est aussi un peu logique qu'il y ait eu une surreprésentation médiatique du podcast juste après que... donc, ça devait être en janvier, je crois. Généralement, c'est toujours au printemps. Et ouais. Je rebondis sur ce que tu dis parce que justement, en 2018, c'était plutôt les nouvelles initiatives qui étaient invitées, notamment Boxant. Et en fait, cette année, ils ont fait de nouveau un focus sur le podcast, mais en l'occurrence, c'était sur les podcasts de presse. Parce que justement, la presse écrite s'est lancée véritablement depuis quelques mois sur le podcast. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, il y a un effet de loupe, notamment sur le côté journalisme, mais pas que, en fait. Pas que. C'est-à-dire que les médias commencent à comprendre que les radios ont occupé le terrain pendant longtemps. La presse écrite, pour elle, y va plus naturellement aussi, avec moins d'enjeux. Mais en revanche, pour moi, le vrai zoom, il se fait sur des thématiques qui sont des sujets très émergents dans les podcasts et qui d'un coup explosent. C'est le cas notamment du féminisme depuis quelques mois. Mais c'est plutôt par ce prisme-là que véritablement l'approche très journalistique, moi je dirais. Alors moi, si je peux rajouter mon petit grain, je pense qu'une des raisons aussi de l'explosion du podcast, au moins médiatiquement, c'est que de nos jours, tout le monde a un smartphone, tout le monde a une 4G à peu près,
et beaucoup de personnes ont, à peu près, et beaucoup de personnes ont un forfait data qui permet d'écouter des podcasts sans être complètement à sec au bout de 10 jours. Et donc ça a été les conditions de possibilité pour que beaucoup de personnes commencent à écouter du podcast. Et à partir de là, effectivement, on a pu voir éclore sur ce terrain-là les multiples initiatives que tu n'as pas énumées. Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec ça, mais je dirais que la population des journalistes est la première à se retrouver dans cette typologie. Et c'est elle qui peut plus facilement aussi parler du média. Et aussi beaucoup plus en adéquation finalement avec ses thèmes. Pourquoi c'est parti d'où le buzz? C'est notamment parti en 2017 de La Poudre, parce que La Poudre, en tant que journaliste, Lorraine Bastide et Julien Neuville ont eu un réseau de gens pour parler de ce podcast dans la presse et parler de ce podcast aussi autour de ce thème qui commençait à pointer. Donc c'est aussi beaucoup un sujet de journalistes, et aussi parce que les journalistes sont souvent dans une frustration. J'ai fait une école, mais à la fin j'ai pas fait radio. Et quand même il y a un truc avec l'audio, il y a quand même un truc avec cette prise de parole, de la liberté. On n'est pas uniquement dans un exercice journalistique. Et c'est pas un truc que de journaliste. Et c'est pas un truc que de journaliste. Exactement. Et souvent ils changent de casquette en fait. Ils le font pas avec forcément parce qu'en plus ils ont pas ceux qui ne viennent pas de la radio n'ont pas ces codes-là en fait, et ils s'en affranchissent. Donc c'est aussi beaucoup un zoom qui est fait parce qu'il y a un prisme de journalistes ou de gens qui ont un sujet éditorial. Moi, par ailleurs, je fais aussi des formations à la radio, et je le vois beaucoup dans les formations sur certaines typologies de podcasts. C'est souvent des femmes, elles ont déjà eu une pratique dans un blog, dans un média, la presse web, audiovisuel. Je vais juste faire tourner un peu la parole. Pof, est-ce que ta vision de 2018, est-ce qu'elle ressemble à tout ce qu'on vient d'évoquer ? Ça ressemble un petit peu à ce qu'on vient d'évoquer, et je suis aussi d'accord sur le fait que si on en entend plus parler dans les médias, c'est aussi parce que beaucoup de journalistes se sont mis au podcast et des anciens de radio avec Boxon, etc., ce genre d'initiatives. Donc forcément, c'est des gens en fait qui avaient cette porte d'entrée vers des médias plus grand public et qui se connaissent aussi entre eux et qui du coup ont déjà un pied dans ces médias mainstream, on va dire, et forcément ça crée le lien entre ces deux univers. Eux sont rentrés dans le podcast et le podcast peut rentrer et ils ont les moyens d'avoir la parole, surtout. Voilà, c'est ça. C'est parce qu'en fait, tu parlais Karine, de fascination de l'audio. Je pense que n'importe qui ici dans cette pièce, on a tous la fascination de l'audio. C'est quelque chose. Et je donne juste la parole à la visibilité. Enfin, il y a un problème aussi de diversité. À la fin, dans la presse, on parle toujours des mêmes. Enfin, c'est un vrai sujet. Oui, c'est un vrai. Je vais donner juste la parole à Luc, qui l'a pas encore prise, et je reviens à toi, Fanny, juste après. Tu veux dire par rapport à sur ta vision de 2018, en fait. Est-ce que ça correspond à ce qu'on vient d'évoquer, ou est-ce que tu te situes un peu à côté? En fait, un petit peu à côté, parce que là, le prisme qui est parlé, c'est plutôt, ça va être un mot un peu rude, mais c'est plutôt parisien. 2018, là où ça a commencé à vraiment à s'expandre, c'est surtout par l'achat en fait de Spotify, qui commence à mettre les turboblindes pour faire leur propre production. Et pourquoi ils le font? C'est parce que Spotify ne gagne pas d'argent avec la musique, parce que les majors leur subtilisent assez de moyens. Donc en fait, ils ont remarqué un truc, c'est que en mettant les podcasts sur Spotify, ils ont remarqué qu'en fait ces gens-là qui écoutaient des podcasts écoutaient aussi de la musique. Et du coup, ils se sont dit, est-ce qu'on ne développerait pas justement nos propres podcasts et mettre aussi les podcasts indépendants ou on appelle ça natifs à notre catalogue pour attirer plus de monde et qu'ils prennent des abonnements pour prendre le podcast et la musique. Comme ça, on pourrait commencer peut-être à s'en sortir, quoi. Fanny, tu voulais réagir? Oui, alors c'est plus sur ce qui a été dit juste avant. C'est le focus, il est vachement mis sur des podcasts journalistiques, en fait, justement saisis par des journalistes. Dans ce qui a pu paraître en 2018 sur le podcast, c'est ces nouveaux studios, ces nouveaux trucs. Sauf que moi, ça va faire 3 ans que je fais du podcast. Avant ça, j'avais tout un tas de relations de potes qui faisaient déjà du podcast, et c'est pas nouveau. Moi, c'est ça qui me surprend à chaque fois, c'est qu'ils disent. C'est l'appropriation un petit peu du genre attention, le podcast c'est nouveau. Maintenant, ça fait 10 ans, que, les gars. Voilà, du côté amateur en fait et passionné, en fait, il y a du podcast depuis un sacré paquet d'années, mais même Arte Radio pour du journalisme, ils se sont mis en 2002 à en faire, en fait. Après, est-ce que je
je te redonne la parole juste après. Après, est-ce que c'est pas aussi le fait est qu'une certaine partie du public l'a découvert en 2018? Parce que malgré tout, je me fais un peu l'avocat du diable, enfin même si les journalistes sont pas le diable bien sûr, mais est-ce que c'est pas en quelque sorte aussi un certain public qui a découvert le podcast et qui en quelque sorte est le public cible journalistique? Bon, ça c'est juste une théorie que j'aimais. Ou alors est-ce que c'est pas quelque chose qu'on a nommé le podcast et que maintenant on reconnaît plus facilement aussi, C'est parce que il y a Karine, beaucoup de gens qui ont déjà Le écouté podcast, si on parle de... Pour revenir sur la question des usages, c'est-à-dire que oui, de plus en plus, c'est beaucoup plus facile. Apple a installé dans tous les iPhones une application native. Donc il y a des gens qui ont découvert qu'ils avaient un outil et qui pouvaient à la fois réécouter des émissions de radio et à la fois découvrir des nouveaux contenus. Okay. Ça a été un marqueur important. Les chiffres ont beaucoup monté à partir de là. Il y a un public aussi qui est celui de la radio et qui aussi a ouvert aussi beaucoup la voie en fait. Aujourd'hui, on se retrouve avec des plateformes de musique qui agrègent des podcasts. Alors moi, je fais pas complètement la même analyse sur Spotify, mais c'est qu'effectivement, ils voient tout de suite que ça peut avoir une rentabilité plus importante. Maintenant, la vraie question, c'est leur vrai business model aujourd'hui, c'est autour de la musique. Est-ce qu'ils en sortent? J'imagine pas. Est-ce qu'ils restent? Est-ce que les gens vont prêter à payer chez Spotify pour avoir du podcast et de la musique? C'est la vraie question, et je pense qu'ils l'ont pas encore prouvé et testé, mais c'est le véritable challenge. Il va falloir qu'ils amènent un peu plus que ce qu'ils amènent aujourd'hui, c'est-à-dire un gros catalogue. S'ils vont pas sur d'autres outils, ça sera un peu compliqué. Mais du coup, il y a quand même quelques marqueurs un petit peu forts qui amènent du coup ce nouveau public. Mais on le voit encore, il y a beaucoup à faire. Enfin, il y a quand même encore une grande distorsion entre cet effet médiatique quand on s'y intéresse et la réalité. Je sors dans la rue, je vais demander à des gens qui connaissent et écoutent des podcasts. Cyprien. Après, on n'a pas un câble assez long pour que tu puisses aller dans la rue. Il y a ce côté-là les podcasts dans la tête de beaucoup de gens. À mon avis, ça reste encore des choses qui sont sur YouTube, et il y a cet usage aussi de YouTube. Il y a de plus en plus de gens qui font des vrais podcasts sur YouTube, c'est-à-dire des émissions avec des images fixes diffusées sur YouTube. Parce qu'ils ont pas, ou même des live Twitch, mais parce qu'ils n'ont pas aussi cet ADN de l'origine du podcast avec le flux RSS, avec des serveurs web, avec partager un vieux fichier technique que tu rentres dans un lecteur pour télécharger les épisodes. C'est une nouvelle ère du podcast. Et pour revenir aussi sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la couverture médiatique, effectivement c'est toujours les mêmes dont on entend parler, mais ça reste sur le côté, c'est des gens qui étaient plus ou moins dans les médias ou qui connaissaient des personnes qui étaient dans les médias, qui du coup, en fait, c'est des copains. Donc c'est pour ça qu'on partage, on parle de ces gens-là plus que d'autres, et qu'on parle pas de gens qui sont là depuis 10 ans ou d'autres podcasts moins connus. Je vais faire un truc qui est deux mondes séparés, quoi. Je vais faire un truc qui est un petit peu démago, mais est-ce que parmi les gens qui sont dans le public, est-ce que vous pouvez lever la main si vous pensez que la représentation, on va dire, dans la presse que vous avez lue correspond à ce que vous voyez comme étant le podcast? Voilà, il n'y en a pas eu de main, voilà. Il y en a un, voilà, juste pour faire genre. Je vais faire un rapide tour de table pour revenir un petit peu au sujet nos futurs. Je voudrais savoir ce que l'impact qu'a eu l'année 2018 sur votre production, que ce soit la plateforme que vous faites, ce qui vous donnera d'ailleurs une occasion de présenter ce que vous souhaitez faire pour le podcast. Qu'est-ce que vous souhaitez amener au futur du podcast, et est-ce que 2018 a eu une influence là-dessus? On va aller dans l'ordre, tout simplement. Pof, si tu peux commencer. Qu'est-ce que PodCloud? Qu'est-ce que PodCloud? Ça, je peux répondre. Après, pour les autres questions, c'est un peu plus compliqué. PodCloud, à la base, c'est une initiative de l'association Podchose. Nous, on est des podcasteurs depuis des années, depuis 2008 ou 2007 peut-être. Donc, on est un groupe de copains, en fait, et on a voulu faire une plateforme pour créer des flux RSS, pour faire des podcasts, principalement parce qu'à l'époque, on avait une web radio qui diffusait des podcasts, et on nous filait des flux RSS tout pourris qui venaient d'un site américain pas trop connu qui s'appelle SoundCloud. Et du coup, on s'est dit on va faire un outil pour créer des flux RSS, comme ça ce sera des flux RSS propres. C'est surtout le développeur qui parle et qu'on avait marre de se taper des trucs exprès, des exceptions spéciales SoundCloud dans son code. Et donc du coup on a fait ça. Le but de Podchose à la base, ça a toujours été tout le monde devrait faire du podcast, venez, on vous aide.
et on est tous dans une vision de bisounours, on va tous s'amuser tous ensemble derrière un micro. Tu vises un futur solidaire en quelque sorte. Pour faire, là ça fait un peu marketing, hein, et finalement, PodCloud est devenu avec le temps aussi une plateforme où les gens peuvent venir écouter. Donc du coup, nous on reste dans notre initiative de tout le monde devrait faire du podcast. On essaye de pousser les créateurs indépendants, ceux qui sont là depuis longtemps. On essaye de pousser les petits podcasteurs en récupérant peut-être du public de replay de radio qu'on a aussi sur la plateforme PodCloud. Ouais, notre vision c'est plus ça, c'est essayer de récupérer un peu le public partout et de le rediriger vers ceux qui sont là depuis longtemps et qui il y a beaucoup d'émissions qui sont vraiment cool, qui sont faites par des gens qui sont à fond sur leur sujet et qui sont pas mis sur le devant de la scène parce que en fait ils font ça dans leur coin. Et c'est ça, nous, notre vision, c'est mettre en avant ceux qui font ça dans leur coin. Karine ? On est un petit peu sur la même ligne. Alors moi en 2007 je faisais aussi une web radio et à l'époque on utilisait WordPress et un plugin pour générer nos flux RSS. Exactement pour ça qu'on a fait PodCloud, pour arrêter avec les WordPress et les plugins. Voilà, c'était insupportable, je confirme. Que ne vous êtes pas rencontrés à cette époque-là? Alors moi à cette époque, en fait moi j'ai longtemps travaillé à Radio France, notamment une radio qui s'appelle Move maintenant et qui s'appelait Le Move, qui a tout de suite été qui a été une radio numérique. On a vu beaucoup les usages évoluer et en fait après cette expérience de radio associative, effectivement, et de podcast, c'était en soi un vrai chantier d'essayer de construire un média sonore et finalement le moment n'arrive que maintenant. Donc moi je suis partie pour travailler sur un projet de plateforme qui s'appelle Elson, qui est un plateforme en fait d'écoute et de recommandation de contenu audio. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on essaie de construire une brique qui va permettre d'écouter des podcasts de son téléphone à sa plateforme. Et en fait, on essaie d'amener un nouveau public. En fait, c'est là où on se retrouve. On essaie d'amener un nouveau public vers les podcasts, en faisant en fait pas vraiment de distinction en les traitant en tout cas au même niveau ceux qui viennent de France Culture à ceux qui viennent d'un podcasteur indépendant, en ayant une approche très éditoriale. Donc on revendique aussi notre côté média, où en fait on se dit voilà, on n'est pas un GAFA, on peut pas aujourd'hui avoir toute la technologie du monde, mais avec une meilleure connaissance en fait des podcasts, on peut essayer d'amener un nouveau public. Alors c'est qui ce nouveau public ? Nous on les classe en gros entre les radio lovers, c'est-à-dire ceux qui quand même ont une affinité avec la radio, qui sont habitués à avoir des écoutes radiophoniques, et les podcast lovers, mais qui pour le coup n'ont pas trouvé forcément le chemin du podcast en tant qu'application mobile et donc nouveau type de contenu disponible sur le web. Et les podcast lovers, eux, c'est ceux qui ont cet usage du podcast, que ce soit la réécoute, mais qui surtout découvrent et ont la capacité du coup à prendre du temps, à chercher et à trouver le chemin de podcast qui fait sens pour eux, quoi. Donc du coup, on s'adresse plutôt aux premiers. À cette étape-là, on s'adresse aux premiers parce qu'en fait, nos auditeurs, ils connaissent pas les podcasts. Donc on leur fait des newsletters, on leur recommande un son par jour, on fait des playlists de podcasts où on va assembler un podcast de France Culture, un podcast d'un studio de production indépendant ou même une radio associative pour essayer de créer des entités éditoriales qui nous permettent d'être cohérentes et de montrer en fait la diversité de ces formats, justement du côté très authentique qu'on retrouve dans une libre parole, dans le podcast, dans l'effet de convivialité. Voilà. En fait, tu tiens compte du fait que le public a peur de l'inconnu, donc tu lui glisses des petits morceaux d'inconnu dans ce qu'il connaît déjà pour qu'il puisse... Pas forcément dans ce qu'il connaît déjà, parce que dans le même sens, en fait, il y a aussi des publics qui n'iront jamais écouter, se dire je vais écouter France Culture, et qui par le prisme du sujet aussi, oui. Vont y arriver, en fait. Ça marche dans les deux sens. Et on a construit du coup notre modèle de cette manière-là. Donc aujourd'hui, on est dans une étape en fait où on a une version bêta qui est disponible, et où en fait le projet s'appelait Hack the Radio parce que justement on partait de ce principe des flux RSS distribués de cette manière-là, tous isolés les uns les autres, tous dépendants finalement de iTunes, et on s'est dit il n'y a pas de nouvelle expérience de recommandation qui passe par une meilleure connaissance des contenus, et on est obligé de le faire aussi avec les podcasteurs, en essayant de faire comprendre les enjeux pour qu'un podcast soit découvert, comment en fait un producteur peut amener un peu plus de connaissances sur son podcast pour une meilleure découverte en fait des contenus. Justement, on va passer à de la production de contenu avec Fanny, Studio Dilettante. Qu'est-ce que 2018 t'a amené La création de l'association. Déjà, oui, c'est pas mal, en fait. effectivement. Donc on s'est fondé justement fin 2018. Bon, ça aurait dû être plus tôt, mais ça a été un petit peu compliqué. L'idée pour nous, en fait, on était l'équipe du podcast Ludologie. On voulait faire un financement participatif pour au moins soutenir notre SoundCloud, parce qu'on a choisi à l'époque où Ludologie a été créé SoundCloud. Mes condoléances.
Ouais, je sais. Et en fait, c'est plusieurs choses qui se sont passées en même temps. C'est qu'on est plusieurs à avoir un goût de la transmission, du partage. On ne voulait pas garder toutes les compétences et les connaissances qu'on avait fini par acquérir à force de faire du podcast. Et on a été individuellement sollicités par des amis, des relations, pour ah mais on fait comment un podcast, le matériel, la mise en ligne et ainsi de suite. Et du coup on s'est dit qu'on allait se monter en asso pour proposer de l'accompagnement au podcast, que ce soit pour des personnes qui vont avoir besoin de se coacher pour vraiment faire le pitch du podcast, structurer qu'est-ce qu'ils ont à dire, mais ou tout simplement podcaster un contenu. Ça a été le cas. Là, l'une des premières choses qu'on a faites, c'est proposer au Festival des Libertés Numériques de monter tous les enregistrements qu'ils avaient faits comme ils pouvaient, pour en faire un podcast pour prolonger le festival. Et donc vous êtes sur Rennes, comme pour Et du coup, on est sur Rennes, et l'idée c'était aussi de proposer, parce qu'il y avait pas mal de volonté sur Rennes en fait pour ça. Et parfait. Voilà. Du coup, Luc, toi qui es entre guillemets juste producteur d'émissions. Ouais, en amateur surtout. En amateur. Oui. Sans prétention professionnelle. Nous, ce qu'on peut apporter, c'est ça la question surtout. Mais en fait, qu'est-ce que 2018 t'a influencé dans ta production de contenu, et qu'est-ce que voilà. Comme Fanny, j'ai commencé sur SoundCloud. Ah, bien dans le micro. Pardon. Il n'y a pas de honte. Hein, non, mais je sais, je sais que c'est le SoundCloud bashing. Le truc, c'est que en fait, moi, en 2018, qu'est-ce que ça a changé en fait? Alors, moi, c'est la façon peut-être de communiquer sur le podcast. En gros, on est tous d'accord, on s'est tous mis d'accord que le podcast sur le grand public, on sort dans la rue, au pire on te sort Cyprien ou Norman. En fait, le grand défi, je pense, et là où je me suis rendu compte, c'est qu'il faut, en fait, pour que ce soit grand public, la possibilité de que ce soit grand public, il faut créer le besoin. C'est-à-dire, en gros, faut pas se baser sur la communication sur une plateforme, sur la communication sur un contenu, parce que si les gens ne connaissent pas le contenu ou savent pas ce que c'est un podcast, ça servira à rien. Le truc, c'est que surtout, il faut que ce soit fait plutôt par des contenus, mais des contenus qui sont, j'appellerais, bimédias. Dans le sens où, par exemple, je me suis pris deux exemples, qui peut témoigner un peu de ce que je raconte. J'ai découvert un podcast qui n'avait pas du tout la prétention d'être un podcast d'ailleurs. C'est un live Twitch, ça s'appelle Radio Sex, tous les dimanches. Sur Twitch, en fait, c'est une continuité de ce que faisait la radio libre, hein, Diffoul au max à la radio sur Fun Radio. En gros, Macha sur France Inter. Ouais, attends, j'étais pas né. Désolé. Pardon. Et en gros, le contenu est complètement, il y a pas de production, il y a pas de production value. C'est vraiment le son est assez pourri parce que les micros sont différents. Il y a de la latence tout le monde n'a pas la fibre encore. Dommage. Le truc, c'est que, en fait, en faisant live Twitch. Donc les gens se donnent rendez-vous pour écouter, parce que ça reste une image fixe finalement. Et le truc, c'est que certaines personnes, je pense beaucoup de personnes, se rendent compte que j'ai loupé cet épisode, parce qu'en fait, c'est des gens, ces mecs-là qui font ce podcast sont des gros streamers. Donc les streamers, c'est ceux qui font vraiment du contenu audiovisuel sur le jeu vidéo, sur Twitch. Et ils ont une grosse communauté. Donc du coup, en fait, je dirais, éduquent involontairement les gens à écouter du podcast, parce qu'en fait, leur live Twitch est rebalancé après sur le podcast, sur le flux RSS. Donc disponible partout. Et quand on regarde les classements, Radio Sex se retrouve quasiment sur le top 100, il est 40e sans foutre un seul argument marketing forcé, tu vois. Et du coup, ils ont un flux RSS ouais. Parce que moi, ce que j'ai pu voir de pas mal sur ce monde du streaming, etc., c'est beaucoup de ces personnes-là sont plus adeptes de mettre des rediffusions sur du YouTube que sur des flux RSS ou ce genre de choses. Donc là, ça m'étonne que tu me dises que là, pour le coup, ils l'ont mis sur un flux RSS. Ils l'ont mis sur un flux RSS parce qu'ils ont suivi, parce que c'est pas un YouTuber que je recommanderais, mais le Raptor Dissident a fait la même chose. Oui, non, mais... mais voilà, ça, en fait, on le sait, il s'est retrouvé numéro 1 de notre plateforme pendant des semaines. Mais Et en fait, ça éduque les gens à écouter du podcast. Et donc, après, d'une certaine manière, à essayer de découvrir d'autres contenus et pourquoi pas essayer après de faire du podcast. Et du coup, toi, ça t'a influencé? Moi, ça me dit en fait, pour moi, ça m'influence. Tu vas te mettre à Twitch? Non, on avait eu l'idée, mais c'est beaucoup trop galère en fait. Après Radio Sex, Radio Luc, Radio Goni. Non, je vais pas me mettre sur Twitch parce que c'est assez compliqué. C'est vrai que c'est assez complexe à mettre en place. Non, mais c'est vraiment sur cette façon en fait. Moi, en tant qu'amateur, je pense, en continuant à faire du contenu, je continuerai à faire du contenu.
Mais ça, je ne changerai rien en fait à l'histoire du podcast, à l'évolution du podcast en fait. D'accord. C'est vraiment, je pense, c'est plus si des gros youtubeurs se mettent au podcast. Par exemple, si McFly et Carlito, qui sont les podcasteurs, enfin les youtubeurs les plus connus, se mettent à faire du podcast audio. Mais surtout qu'ils viennent de la radio. Moi, j'ai travaillé avec eux au ils Move et ils ils faisaient la étaient au Metal Move, Academy. ouais, exact, ouais. Mais tu vois, justement, leur cas, c'est qu'ils faisaient la Metal Academy, on les mettait sur la grille un dimanche à 22h, etc. Ils avaient une vraie communauté d'auditeurs. Simplement, à l'époque, pour les directeurs d'antenne, etc., c'est ah merde, qui ça intéresse, ouais, tu c'est un vois, peu de niche. qui ça intéresse, c'est de la niche. En fait, c'est une niche qui, en réalité, qui est très grosse. Si elle est adressée très spécifiquement aux gens qui vont trouver le chemin de ce contenu. Oui, du coup, on n'est pas à l'abri dans le futur d'avoir le podcast Link et Terrasse. Ils vont revenir, par exemple, je suis sûr. Voilà, juste, je vais donner quand même la parole pour terminer le tour de table à Jean-Baptiste qui attend sagement son tour et bravo. Merci. Nous, en 2018, déjà, on s'est lancé. Donc, forcément, c'est quand même une actualité. Fin 2018 et demi 2019 sur toutes les plateformes Android, Apple et web. Donc, Talkers, c'est une plateforme qui se veut le réseau social de la parole. Alors quand j'ai dit ça, bon, j'ai rien dit. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, on croit beaucoup à l'audio, comme tout le monde ici, et on pense qu'effectivement, il y a un avenir, et il y a un avenir très fort sur le son. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur Talkers ? Évidemment, on peut écouter, ça c'est la base, mais on le fait dans un mode d'un réseau social, c'est-à-dire qu'on peut aussi commenter, on peut liker, on peut voir ce que ses amis ont liké, on peut voir ce que ses amis ont commenté, à quoi ils sont abonnés. Et ça, c'est une façon de faire découvrir d'autres podcasts dans la mesure où on n'a pas de ligne éditoriale, nous, mais la ligne éditoriale, c'est celle de vos amis. Donc si eux, ils écoutent ça, si eux, ils ont liké ça, si eux, ils ont répondu ça, vous pouvez le faire aussi. Et évidemment, les podcasteurs peuvent réclamer leur flux RSS et à ce moment-là, répondre au nom de leur podcast, voir qui les a likés, qui s'abonne, etc. et rentrer dans une discussion et une interaction avec leurs auditeurs. Ça, c'est la première grosse brique du réseau social. Et la deuxième grosse brique du réseau social qu'il ne faut jamais oublier, c'est que quand on fait un réseau social, on veut être aussi producteur. On n'est pas simplement toujours passif. Quand vous êtes sur Facebook, vous pouvez lire que votre Facebook, mais vous pouvez aussi fabriquer vos propres posts. Et sur Talkers, vous avez un bouton, vous pouvez vous enregistrer. Très simplement, ou uploader un fichier si vous l'avez travaillé, mais vous pouvez vous enregistrer, vous mettez une image, vous mettez un titre, un hashtag si vous en avez envie pour les recherches suivantes, vous faites publier et ça y est, c'est en ligne. À partir de là, ça rend la création accessible à tout le monde en un claquement de doigts. Et ça permet, à mon avis, à la fois de mettre un peu plus de facilité et de démocratie et de popularité au sens premier du terme autour de l'audio. Et je pense que tout le monde doit pouvoir écouter ce qu'il aime et dire ce qu'il pense. En fait, tu veux faire sauter une sorte de barrière, quoi. Nous, ce qu'on se dit, enfin une sorte de barrière, une barrière technologique oui, sur voilà. la difficulté, oui, c'est la vraie séparation souvent dans le podcast qu'on parle de futur commun, mais en réalité, il y a quand même encore une barrière qui est la barrière de la technique. Voilà. Parce qu'on on a parlé de flux RSS, par exemple, ça parle pas de tout le monde. Il y a une double difficulté, effectivement, quand on veut faire, dans le monde du podcast, elle est dans la production. Pour ceux qui veulent se lancer. Alors après, bien sûr, il y a tout un tas de tutos, etc. Et en s'accrochant, on peut arriver à faire des choses comme ici qui sont techniquement fabuleuses. Mais bon, au début, c'est pas forcément simple. Et il y a une autre difficulté, c'est celle pour que les gens écoutent des podcasts. Et c'est pas simple au début. C'est pas simple. Pour ceux qui viennent pas de ce monde-là, c'est pas simple. Donc nous, ce qu'on fait quand on s'inscrit dans Talkers, on a des catégories qui peuvent être autour des relations hommes-femmes, puisqu'on en a parlé, du développement personnel, etc. Et ça permet de découvrir des nouveaux podcasts. Les Anglais disent « You don't know what you don't know ». On ne sait pas que ça existe. Donc comment est-ce que tu vas le découvrir ? Donc tu commences par ça.
ça te fait un flux et ça te fait une home. Et là, tu rentres dans un univers que tu connais, celui du réseau social où tu as ta home. Tu vois les derniers épisodes de chacun des podcasts sur lesquels tu es abonné par ordre chronologique. On ne fait pas de distinction en fonction de la provenance. Ça peut être aussi les podcasts de tes amis, donc du coup. Et puis, à partir de là, eh ben, tu peux commencer à écouter finalement comme une réseau parce que les émissions vont s'enchaîner les unes après les autres. Et à toi de rentrer en interaction, de dire ce que tu aimes, de ce que tu n'aimes pas et de partager. C'est le dernier point, et après je rends la main. De partager très facilement. Tu as un bouton partage sur chacune des audios. Et quand tu partages, ça crée un deep link, je parle pour les techos, qui peuvent se mettre par SMS, par mail, par Facebook, etc. Et la personne en face, quand elle va cliquer dessus, quelle est l'application, quelle n'est pas l'application, qu'elle soit sur Android, Apple, en web, en Mac ou whatever, elle va pouvoir écouter l'audio. Et en cliquant dessus, elle arrive directement sur l'audio, elle écoute. Elle aime pas, mais enfin, ça fait connaître hyper facilement, quoi. Un bouton pour partager avec tout le monde ce que tu aimes. Ça, voilà. C'est quelque chose qui est de plus en plus important, et en fait, on peut le voir avec la plus grosse plateforme qui a pourtant délaissé le podcast pendant des années, qui s'appelle iTunes, qui, il y a quelques semaines, a commencé à faire des pages où en fait on peut enfin écouter les épisodes, voir la description de chaque épisode, etc. Ah oui, Ils commencent à peine à s'en occuper là maintenant en 2019. Que les hébergeurs aussi ont commencé à faire. C'est une petite boîte Apple. Le flux RSS ne ressemble plus à un script avec. Oui, c'est vrai que ça serait. HTML, Parce qu'en fait, ce lien et écouter un son. Parce que le flux RSS, c'est généralement le premier gap technologique à franchir. Tu parlais d'interaction, on va peut-être. Est-ce qu'il y a des personnes dans le public qui souhaitent poser des questions ou partager quelque chose? N'hésitez pas à lever la main, il y a toujours un micro qui sera là. Non? Oui, bah si tu peux venir au micro. Normalement, il doit y avoir un micro ici. Ouais, bon, sinon on peut faire ça comme ça. Parfait. Parle bien dans le micro. La petite question. Et présente-toi peut-être. Oui, je suis Picaboo. Picaboo, pardon. J'ai pas l'habitude de parler devant un micro. Picaboo. Petite question. Talkers ou vous? Alors, PodCloud aussi, certainement, d'une façon ou d'une autre. Il faut accéder à vos services, d'une façon ou d'une autre, à un moment donné. Alors, pour accéder à ce service, il faut chercher le podcast. Et pour connaître le podcast, il faut savoir ce que c'est. Donc comment vous faites pour faire connaître le podcast? Du coup, en gros, pour faire un futur commun, il faut déjà que le mot soit commun. Je reviens sur ce que vous disiez au début. Si vous posez la question à votre famille, chez vous, est-ce qu'il y en a qui connaissent du podcast? Alors moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Est-ce que vous n'êtes pas pris pour des fous? Oui. Alors là, de toute façon, commencer à fabriquer une entreprise en France, on te considère comme un fou de toute façon. Et faire une application alors qu'il y en a 1 million sur chacun des stores, c'est encore plus fou, quoi. Donc ça, on est d'accord. Moi, ma réponse à ta question, Picaboo, c'est effectivement le partage. Quand je te dis qu'on peut partager par SMS, tu peux envoyer à quelqu'un par SMS, écoute ça. C'est intéressant pour toi, il clique dessus, il écoute, il devine maintenant ce que c'est que l'audio, parce que cliquer sur un lien, tout le monde peut le faire. Voilà, c'est ça, c'est une des réponses. Après, attends, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres réponses. Attends, la parole est à tout le monde. Juste un petit exemple. J'ai fait ça il y a 10 jours pour quelqu'un qui écrit des bouquins, qui veut les mettre en audio. Oui. Je lui ai expliqué, le podcast, c'est parfait pour ce que tu fais. Oui. Il suffira de lire ton bouquin, il est prêt à le faire. D'accord. Je lui ai présenté le podcast. Quand il a fallu que je lui explique qu'il fallait que, éventuellement, il aille sur PodCloud, d'accord? Pas vous forcément, mais PodCloud en l'occurrence. Ouh là là, c'est du flux RSS. Ouh là là, c'est compliqué. Ouh là là, il va falloir que je rentre du code. Ouh là là, qu'est-ce que c'est le podcast? Par qui c'est écouté? T'as mal expliqué alors. Qui ça va intéresser? C'est justement fait pour pas que t'aies à t'emmerder avec ce genre de détails. Qui ça va intéresser? Est-ce que c'est médiatisé? Est-ce que tu vois? Alors la médiatisation, il y a une vraie méconnaissance. La médiatisation, c'est peut-être à lui de la faire aussi. Il y a une vraie méconnaissance de base. Malgré ce que les médias en ont fait en 2018, il y a une vraie méconnaissance de base du média en lui-même. Vraiment, par le 99% des Français. Oui, non, mais je suis entièrement d'accord. Je crois que c'est 60% des Français qui savent ce que veut dire un mot podcast. C'est pas énorme, hein, 60% des Français qui savent ce que ça veut dire. Ouais, mais c'est justement Fanny a demandé la parole, oui. Ouais, parce que là, vous demandiez, si vous demandez chez vous, qu'est-ce que c'est que le podcast et tout ça. Justement, en 2018, le fait que les grands médias se saisissent de cette question-là, moi, je trouve que ça a changé. C'est que, donc, comme je disais, moi, ça fait 3 ans que j'en fais maintenant. Ça fait que quelques mois que chez
mois, on me pose la question, au fait, le truc que tu fais à côté de ton boulot... La radio. La radio et tout, mais c'est du podcast en fait. Parce qu'ils ont... voilà, j'ai eu ces retours-là parce qu'ils ont fini par capter que c'était quelque chose, que ça existait. Alors j'ai eu plein de questions sur qu'est-ce que c'est, qui t'écoute, comment ça fonctionne, c'est quoi un flux RSS et ainsi de suite. Mais il y a une évolution. Et là, je parle de personnes qui ne regardent pas YouTube, qui écoutent un peu la radio, mais qui sont surtout lecteurs de journaux papier, en fait. Et oui. Moi, je fais juste une petite anecdote et je te redonne la question qui est posée, c'est aussi la question de la formation. C'est-à-dire que pourquoi on imaginerait se former à écrire pour le web, à faire des vidéos YouTube, et pourquoi on se formerait pas au podcast? Et je crois, on en parlait tout à l'heure, juste avant le débat, c'est une des choses que vous développez chez Studio Dilettante. Nous, c'est aussi un programme qu'on a qui s'appelle Tac Tac Tac, parce que là, on est dans une problématique de quelqu'un qui veut se lancer dans le podcast. Et pour rebondir sur le no futur, en fait, on a le no futur en tant qu'auditeur et on a le no futur en tant que podcasteur, en fait. Et ces deux problématiques effectivement différentes. D'un côté, il y a des barrières technologiques finalement des deux côtés, dans le faire et dans le faire soi-même, et dans le réussir à trouver le chemin et le moyen le plus facile. Il faut arriver à trouver un langage commun, c'est toujours pareil. Et alors effectivement, il y a comment déjà on amène les gens vers une application. Nous, c'est pour ça qu'on a choisi de commencer tout simplement par un site internet, et notre premier outil, c'est une newsletter en fait. C'est d'abonner les gens à une newsletter, parce que c'est comme ça qu'on touche un public qui va pas aller vers les apps. Nous, une de nos meilleures auditrices, elle travaille pour la métropole de Nantes, elle a 50 ans, et tous les jours elle reçoit la newsletter Le Son du Jour. Elle vient, elle clique un lien, elle écoute, et elle découvre un truc qu'elle aurait jamais écouté par ailleurs. Et elle peut écouter un jour du France Culture ou du Radio Campus ou du Canal B, enfin voilà. Je vais juste faire une anecdote pour rebondir sur ce qu'a dit Picaboo, puis après Adrien souhaitait prendre la parole. Si vous avez mangé ici à Podren, vous avez pu manger le pain qui vient de la boulangerie en bas de chez moi. Et quand j'ai commandé 80 baguettes au boulanger, il m'a demandé pourquoi est-ce que j'avais besoin de 80 baguettes. Et j'ai dû lui expliquer, voilà, on est une asso, etc. Et il m'a dit, et il a eu cette même question, c'est le podcast, mais qu'est-ce que c'est en fait? Malgré la médiatisation, ça échappe quand même à une... Alors je sais pas, j'ai pas fait de sondage, mais je serais curieux de savoir le pourcentage de Français qui n'ont aucune idée de ce que c'est que ce mot. Mais ça échappe, mais le mot est connu, en fait. C'est ça, je vois le changement. C'est que maintenant, mais c'est quoi le podcast? J'ai entendu parler de ça, mais maintenant, c'est quelque chose, ils savent que ça existe. Du coup, Adrien de Ludologie aussi. Et Studio Dilettante, du coup. Et Studio Dilettante. C'est mon cofondateur. Kiff, voilà. Je vais reprendre. Il y a plein de choses super excellentes qui ont été dites, et en fait, je vais essayer de poser une question qui permet de synthétiser un peu tout ça. Vous avez parlé, j'ai oublié votre prénom, je suis désolé. Karine. Vous avez parlé de Canal B, Radio Campus, etc. En tout cas, à l'origine... Qui sont des radios locales ici pour... Ce sont des radios locales, radios associatives, où il y a une partie qui sont des salariés et les trois quarts, c'est les bénévoles qui font. Et en fait, quand on discute avec eux, même comme moi, quand j'étais amené à travailler avec des professionnels, à former des professionnels sur des NAGRA, donc c'est des enregistreurs haut de gamme qu'utilisent les professionnels, notamment Arte Radio, France Culture aussi. La vraie révolution, ce qui a vraiment changé, c'est le Zoom H4n. D'ailleurs, il y en a un juste là. C'est pas, et voilà, c'est c'est un bel effet de scène, ça. Mais oui, mais en même temps, c'est tellement vrai. C'est parce que c'est devenu de plus en plus simple de produire. Après la diffusion, c'est l'évolution technologique classique, c'est normal, ça vient. Mais on a démocratisé le moyen de production de la même manière qu'on l'avait fait dans les années 80 avec les radios libres. Je parle pas de Diff ou les docs, ça on s'en fout. Les vraies radios libres, les radios pirates, juste avant Radio que les ondes soient ouvertes dans les années 80 sous Mitterrand. C'est ça pour moi le vrai changement. Et du coup, ça me fait venir à la question que j'ai envie de poser, c'est quel est votre héritage des radios libres? C'est ça, je pense, la vraie question pour se poser. C'est quoi nos futurs? C'est pour vous. Tu veux dire que le futur est un long passé? En tout cas, il y a des réponses à chercher dans le passé. On a une autre... Tu souhaitais intervenir avant que vous repreniez la parole? Bonjour, donc l'autre Phil. monsieur de PodCloud. Exactement. J'avais une question qui est en lien et qui n'a pas été abordée avec le futur du podcast. Quand est-ce qu'on bosse ensemble? Ouais. Je veux dire, on a Talkers qui a eu l'idée des recommandations et qui fait son appli d'écoute dans son coin. Oui, des recommandations au sein du social. J'ai eu une discussion super intéressante avec Karine tout à l'heure sur comment classer efficacement des podcasts. Quand est-ce qu'on fait une doc pour s'aider?
Est-ce que 2020 pourrait être... C'était justement, on en parlait, on n'a pas encore parlé, on s'est pas encore vu avec Jean-Baptiste, mais nous on travaille sur un chantier de classification. Magellan, qui est la plateforme qui va être lancée par Mathieu Gallet, travaille aussi sur ces questions-là, parce qu'en fait, on part du constat qu'au départ il y a iTunes et depuis il n'y a plus rien. Et aussi sur ce besoin qu'on a nous plateformes, ceux qui connaissent le mieux leur contenu, c'est les podcasteurs. Donc on a besoin et on en parlait du coup ce matin aussi ensemble là-dessus. Donc il y a besoin de se retrouver là-dessus pour que quelque part on fasse pas chacun notre chose dans notre coin, parce qu'à la fin les auditeurs ils sont partout. Enfin, on est dans un modèle qui est multidistribué, donc il faut au moins arriver en plateforme francophone à trouver finalement quelque chose de commun là-dessus. Quelque part ça répond aussi à la question d'avant sur quel est l'héritage des radios libres. C'est le bordel. Personne ne sait ce qui se passe, personne arrive vraiment à savoir où on va, et il y a énormément de liberté, et donc forcément rien n'est cadré et on est tous un peu perdus. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, Phil et Pof. Là-dessus, nous, on est complètement disponible à ça parce qu'on a commencé à faire notre propre classification en faisant d'autres catégories qui n'existaient justement pas sur iTunes. Et faisons-le tous ensemble et faisons une norme de classification entre nous. Et puis, vient qui veut, en norme open, quoi. Puis voilà, maintenant, effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est aux podcasteurs de dire dans quelle catégorie ils veulent être. Parce que je reçois des demandes des fois de podcasteurs qui me disent mais je suis pas sur Talkers, je voudrais l'être. Je dis ok, vous voulez être dans quelle catégorie? Je voudrais être dans développement personnel en même temps qu'entrepreneuriat et si possible lifestyle. Non, et humour. Alors il y a la question des mots-clés de la classification. Alors juste, il y a Fanny qui a demandé la parole. Oui, non, alors rebondir classification mots-clés, moi je suis bibliothécaire dans le civil, donc ça me fait marrer. C'est le vrai sujet. Vous allez vous marrer. C'est génial. J'ai un aperçu puisqu'on commence un chantier avec la BNF. Donc tu vois, on a pour le coup avec leur thésaurus. J'aime beaucoup comment tu dis dans le civil en fait. Ça fait podcast militaire. BNF, et tu vois, la BNF c'est tac tac tac. On essaie de leur faire sortir des tac 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 pour comprendre c'est quoi un thésaurus et un référentiel et comment amener ça. Mais tu dis tes gros mots de bibliothécaire, c'est bien. Allez, on va essayer de recadrer. Je suis désolé, je vais faire un peu le modérateur. Juste le do it yourself. Enfin, l'ADN aussi de ce côté radio libre, c'est le côté do it yourself. Et vraiment, c'est ça. Effectivement, tu as raison sur le Zoom. Moi, quand je fais des ateliers des fois avec des ados, et ils n'ont pas les moyens de s'acheter un Zoom, donc c'est le smartphone et une paire d'écouteurs. Et à partir du moment où on sait comment parler dans des écouteurs, par exemple d'un iPhone. Parle bien dans le micro, par contre. Sans souffler dedans. Bah oui. On peut te donner un écouteur si tu veux. Imaginez ceci, mon écouteur d'iPhone, mais voilà, des petites astuces comme acheter un micro et le mettre directement sur son. Voilà, je me promène souvent avec ça quand j'ai pas mon Zoom. Le mettre sur son smartphone. Enfin, c'est vraiment le do it yourself. Et il y a autre chose qui justement là dans la classification, nous c'est un vrai sujet, c'est que il y a justement des podcasts qui n'ont pas un ADN d'émission de radio structurée, très éditorialisée, mais qui ont un ADN de cette fameuse libre antenne. Avec et ici, en fait, quand on vient assister aux émissions, on sent ça, c'est très interactif. Il y a cette question des communautés, et la communauté elle se développe aussi en ligne. Et la question du territoire, elle est importante, mais le territoire, il va aussi sur le digital. Et pour nous, c'est un axe de classification qui est important. C'est presque, si on met bout à bout des podcasts de ce type-là, qui parlent aussi bien de tech, de pop culture, de cinéma, on pourrait recréer une radio et du stream en permanence. Donc on retombe finalement dans ce côté. Je sens que tu es passionnée, Karine, mais je vais devoir redonner la parole à Fanny qui l'avait quand même demandé. Et après, on aura une question du public. Il n'y a aucun souci. Non, c'est l'héritage des radios libres. Bon, je voulais dire ça justement, le côté démocratisation technique. Il y a aussi la démocratisation des sujets. Le fait qu'on peut parler de ce qu'on veut, on n'a pas forcément de rapport, on ne doit pas éditorialiser notre contenu, on n'a pas de censure, on peut dire à peu près tout ce qu'on veut. Et ça peut permettre aussi de rendre ça plus populaire, parce que quand on n'a pas le réflexe culturel de la radio, par exemple, j'en ai discuté avec je ne sais plus qui, moi j'ai pas eu l'habitude d'écouter la radio. Tout le monde discute avec tout le monde à Podren. Ouais, c'est pour ça, je ne sais plus. C'est le but c'est le but, parce que justement, Phil disait parler de quand est-ce qu'on est tous en commun, on est un peu là pour ça aussi. Ça. Et surtout, je veux faire un rappel, même si tu avais une question, c'est qu'on parle de structure, on parle de s'organiser ensemble. Il faut pas oublier qu'il y a des gens, il y en a probablement dans la salle, qui n'ont pas envie d'avoir une structure en fait. Tu parlais du bordel, mais tu as aussi des gens qui ont envie de faire leur production, qui ça intéresse pas forcément de l'ultra médiatiser ou de rentrer dans un studio, une plateforme d'agrégation, etc. Et c'est aussi de ces gens-là dont il faut tenir compte, parce que malgré tout, ils s'adressent à un public futile de niche, et il faut aussi que ce public il puisse y accéder. Merci. Après.
Et l'un n'empêche pas l'autre. C'est totalement pas incompatible avec tout ce qui vient d'être dit avant, quoi. C'est-à-dire que le but du jeu, et là je suis désolé, je m'immisce un peu dans le débat, je sors un peu de mon rôle de modérateur, mais c'est aussi, nous on est là pour présenter les différentes initiatives que vous avez mis en place, mais il faut pas oublier aussi que ce public existe, même si ça n'enlève absolument rien au travail que vous effectuez. Et si on regarde historiquement, juste je termine sur les radios libres. Et après on donne les parole radios libres, à partir du moment où elles ont arrêté d'être hors la loi, il y a eu celles qui ont voulu devenir des radios type énergie, machin, etc. Et celles qui ont voulu rester des radios indépendantes, locales, indépendantes, etc. Et il y a la place pour les deux. Il y avait voilà. Et ben, ça sera probablement les radios sont classées, les catégories A, les associatives, les B, Je suis désolé, Karine, j'ai vraiment l'impression de te couper tout le temps, mais JB a demandé la parole. Moi, je voudrais revenir sur 2 points qui ont été dits. Alors, s'il vous plaît. Histoire de faire un petit mash-up de ce qui a été proposé. On parlait notamment de 2 choses, à savoir la mutualisation des efforts et non pas des moyens de production. Et ensuite, les mots-clés. Parce que moi, j'ai un gros souci quand je cherche de nouveaux podcasts, de nouvelles choses différentes, histoire de ne pas rester toujours dans la même zone et après avoir l'impression que tout le monde raconte la même chose. Le problème, c'est que pour s'intéresser à de nouvelles choses assez différentes, les mots-clés sont souvent arbitraires, ils sont posés. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une base commune, essayer de mettre en place une base de mots-clés qui pourrait être vraiment assez collective? Jean-Baptiste, ouais. Moi, je suis entièrement d'accord. Si tout le monde veut bien travailler autour de la table, vous aurez mon effort, ma quote-part, mon petit colibri. Hein. Et justement, toute la question est de savoir c'est quoi le référentiel des mots-clés. En fait, des référentiels de mots-clés, il en existe plein. Et donc, c'est ça. D'en mettre un uniformisé un petit peu, quoi. Et donc, à partir de là, après, il faut que les podcasteurs jouent le jeu et mettent leurs mots-clés dans leur description. Sinon, on va avoir du mal à l'indexer. Hein. Oui, mais c'est aussi pas facile. Luc, est-ce que c'est facile pour toi de mettre des mots-clés? J'ai aussi demandé à PodCloud comment cette gestion de mots-clés, est-ce qu'elle sert beaucoup? Non, alors, oui et non. On est en Bretagne, pas en Normandie, s'il te plaît. Non, mais si tu veux, c'est qu'effectivement, il y a un problème avec les mots-clés, c'est qu'en fait, ils tapent trop large. Ils tapent beaucoup trop large. Donc, par exemple, on peut regarder TV. En fait, il y a TV et film en même temps sur iTunes. Donc, c'est les catégories, c'est pas les mots-clés. Ah, mais après les mots-clés, moi perso, je les cherche pas par mots-clés, quoi, mes podcasts. Pour être un peu plus précis, ce que je voulais dire en fait, c'est effectivement, je reviens à ça, c'est pour moi il y a 2 cas, c'est soit le mot-clé est beaucoup trop large, soit il est beaucoup trop précis. Oui, alors peut-être qu'il faut classer les niveaux de mots-clés. Nous, la réflexion qu'on a, c'est ça. C'est niveau 1, niveau 2. Dans ce cas-là, c'est un thésaurus que vous voulez créer. Donc, ça veut dire que tu as une forme fixe, des formes rejetées. Bibliothécaire. Et voilà, c'est ça, #bibliothécaire. Est-ce que, par exemple, dans votre travail que vous faites, est-ce que vous imaginez que des gens puissent également proposer leurs propres mots-clés venant, même s'ils ne sont pas créateurs, et avoir, par exemple, un système de vote pour savoir les mots-clés qui pourraient intéresser les gens principalement? Alors ça fonctionne pas. Des bibliothèques ont essayé de faire ça avec des thésaurus libres que les utilisateurs allaient alimenter. Alors c'est peut-être parce que les gens s'en foutent des bibliothèques, mais ça a jamais fonctionné. Alors juste Luc qui avait pas fini sa réponse et ensuite paf. Moi c'est bon, j'avais fini. Ah d'accord, Luc avait fini sa réponse du coup. Alors, sans répondre tout de suite à la question, je revenais juste sur les thésaurus libres. C'est pas dans le monde du podcast, mais Steam avait essayé avec les jeux vidéo et en fait on s'est retrouvé avec des mots-clés pigeons sur Call of Duty et des trucs comme ça. Donc il vaut peut-être pas mieux laisser les utilisateurs qui vont dire des conneries donner des mots-clés. Par contre, donner plus d'importance aux mots-clés de la part des créateurs, c'est quelque chose qui peut être très important. Parce que finalement en fait les usages changent énormément. Moi personnellement, toi tu disais que tu cherchais plus par catégorie, moi j'ai plutôt comme on disait, c'est très libre au niveau éditorial le podcast la plupart du temps, et il y a plein de podcasts où en fait ils n'ont pas un seul sujet et ils parlent pas que de séries, il y en a qui sont spécialisés là-dedans, mais je prends l'exemple d'un podcast que moi je fais avec mon compère Phil, où en fait on parle de tout et n'importe quoi et c'est vraiment différent selon les épisodes. Donc là on serait plus sur quelque chose qui serait intéressant de trouver par mots-clés et mettre en avant les mots-clés, ce serait plus intéressant. Nous, ce qu'on fait sur PodCloud, c'est qu'on oblige les gens à mettre 3 mots-clés minimum sur leur podcast et sur leur épisode. Pour l'instant, c'est complètement sous-exploité parce que en fait, le seul truc que ça fait, c'est que ça l'affiche sur la fiche de l'épisode et quand on clique dessus, ça fait une recherche avec. Donc, il y a vraiment aucun aspect technique intéressant avec à part faire une recherche, ce qui est pas forcément très efficace, mais pour l'instant, c'est un début. On s'est dit déjà on va forcer les gens à mettre des mots-clés et ensuite on verra un peu plus ce qu'on fait avec. Et la vérité, c'est que de l'autre côté de la porte, quand on est nous côté podcasteur et qu'on fait notre podcast avec Phil, nous aussi ça nous saoule de mettre des mots-clés et souvent on met de la merde dedans. Donc en fait,
à la fois on se plaint que les gens mettent pas des mots-clés, et nous-mêmes on met des mots-clés à la con parce que on sait pas trop catégoriser nous-mêmes nos émissions. Alors entre répéter des trucs qui sont déjà dans la description et mettre des mots-clés qui sont pas forcément pertinents parce que en fait t'as la flemme, c'est sûr que c'est un sujet qui est très compliqué, et peut-être que si à un moment donné ça apportera de la valeur ajoutée pour les podcasteurs, pour la découverte des auditeurs, peut-être que là il y aura un peu plus d'intérêt pour un peu plus de soin pour est-ce qu'on en reviendra au fameux nuage de mots-clés qui était sur le web partout il y a quelques années peut-être? Alors il y a Phil qui me l'a proposé pour PodCloud il y a une semaine et je lui ai dit non. Ouais. Mais peut-être Une question publique. C'est pas vraiment une question, c'est plus une réaction et un truc en lequel j'aimerais croire, et je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment être faisable sur du long terme. Alors dans Twitter, c'est une vraie poubelle, donc je me souviens plus où j'ai vu l'info. Et il y a quelqu'un un podcasteur qui avait partagé, du coup, parce qu'il avait été sélectionné par la bibliothèque municipale de là où il habitait. Ouais. Et en fait, la bibliothèque, sur la médiathèque, sur les DVD qu'elle louait, elle mettait en fait des codes avec les petits carrés là, je sais plus comment ça s'appelle. Les QR codes. Ouais, voilà. Et en fait, je trouve ça déjà super intéressant parce que pour le coup, c'est l'accès vraiment très facile au contenu. En plus, tu as la question un petit peu ludique, le fait de scanner le QR code. Et en fait, il y a d'autres, pareil, un autre exemple, c'est Wildside, ceux qui éditent les DVD, etc. Eux, ils font beaucoup de bonus en audio. Et ça, c'est des choses que je pense en fait que c'est là que ça peut éduquer une certaine potentielle cible qui ne serait pas spécialement réceptive à ce genre de choses. Et en fait, moi, je crois vraiment que en fait, le podcast, pour vraiment qu'il devienne qui se popularise, en fait, il faut juste, je pense, qu'ils sortent d'internet. De la ludicité. Les soirées d'écoute, ça fonctionne pas mal. Ouais, en fait, je pense juste, faut juste qu'il arrête de se cantonner, excusez-moi, à des serveurs, mais plus qu'ils sortent un peu dans la vraie vie, parce que moi, je sais que par exemple, tu vois, je suis chez moi, je vais pas spécialement écouter du podcast chez moi, j'ai plus regardé pour le coup YouTube ou ce genre de choses. Et en fait, le podcast, je l'écoute où? Je l'écoute dehors, quand je me balade, etc. Et en fait, je pense là où que ça peut être vraiment intéressant, c'est de faire des partenariats sur du long terme. Il y a 10 ans, Arte Radio faisait un partenariat avec les Inrock et ils mettaient en audio à la fin de leur compilation de découverte musicale les 2-3 dernières pistes, c'était des productions d'Arte Radio. Tu vois, on n'appelait pas encore ça le podcast. Aujourd'hui, il y a des médiathèques qui se servent de l'objet podcast en médiation culturelle. Ouais, il nous reste 3 minutes. Je vais me permettre de vous poser une dernière question, de faire un tour de table très rapide. Quelle est votre vision? Parce que le podcast c'est marqué nos futurs avec un point d'exclamation. C'est donc 2 questions très rapides. Est-ce que vous pensez qu'il y a un futur commun pour le podcast? Et si c'est le cas, quel est votre futur commun idéal? Jean-Baptiste, on va commencer par toi. Merci pour la question. Futur commun. Bonne chance. Ouais. Vous avez 4 heures. Non, tu as 30 secondes à peu près. En plus. Commun, visiblement, on voit qu'on peut faire des choses en commun. En tout cas, je vois des volontés entre les acteurs autour de cette table au moins. Et donc, je pense que globalement, on a certainement du commun à mettre en place parce que c'est un monde. Pour nous, il nous est familier. On a l'impression qu'il y a que ça. Et en fait, c'est un monde qui commence. Luc? Moi, le futur du podcast, moi, c'est plutôt brillant, moi, je trouve, parce qu'on a quand même pas mal, de plus en plus de concepts qui naissent. Et un futur commun? Et un futur commun, de toute façon, pour moi, j'ai vu que des évolutions positives dans le matériel, démocratisation du matériel, démocratisation des plateformes, d'écoute ou de production, ou d'hébergement. Donc, non, enfin, il n'y a pas de no future. Attends, petit jeu de mots. Il l'a compris. Il y a une personne qui a compris. Putain, il est fou. Et après, bien sûr, moi je trouve que moi je suis pas peur du futur et on peut mettre un futur exactement comme un peu expliqué à côté, c'est qu'on peut avoir un futur comme la radio libre à l'époque, c'est-à-dire ceux qui vont continuer à faire de la niche entre guillemets, mais qui seront contents de faire en fait, et ceux qui veulent se professionnaliser et faire un truc un peu plus de plus-value quoi, un petit peu. Fanny? Ouais, c'est à peu près la même chose. C'est oui, le futur du podcast commun. On s'en fout si c'est en commun. C'est que tant que tout le monde en fait de la manière dont il a envie, on peut le faire ensemble, on peut le faire chacun dans notre coin, tant que tout le monde a la possibilité de le faire sous la forme qui lui plaît en fait. Karine? Le futur, restons punk déjà. Ça, c'est une blague France Inter.
Eh oui, tu vois, on sent la culture Radio France. Bah oui, mais nos futurs, quoi. Non, mais en fait, partageons déjà des bonnes pratiques pour faire en sorte que les producteurs arrivent aussi à amener plus d'informations, plus de descriptions, parce qu'on parle des mots-clés, mais en réalité, la vraie chose, c'est que l'audio, c'est du son. Donc mettez des textes, associez des belles descriptions, voire même des sujets précis. En tout cas, c'est pour ceux qui ont envie que leur podcast puisse être découvert et écouté aussi par un nouveau public. Et puis sinon, tant pis, c'est pas grave. Mais en tout cas, là-dessus, on peut aussi échanger des bonnes pratiques. Et enfin, Pof, pour terminer. Bon, c'est une question qui est quand même très large et très vaste et très compliquée. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un futur. Et que oui, il y a toujours un futur, mais... Non, mais que quelque part, c'est peut-être pas... c'est peut-être pas... c'est un renouveau, quelque part, c'est une nouvelle génération, parce que le podcast avance de plus en plus vers le devant. Je sais pas c'est si le futur de la maturité. Ouais, mais disons qu'il y a eu une première naissance dans le giron des amateurs, et ensuite, maintenant, il y a une renaissance auprès du grand public, et je pense qu'il faut... que nous, qui venons de la première génération, essayer d'accompagner et de faire connaître au mieux ce média qu'on a, dans lequel on est passionné depuis longtemps, et pas laisser aussi les nouveaux acteurs s'en emparer, comme il y a eu aussi sur YouTube, où tu avais plein d'indépendants, et tout d'un coup tu as des studios télé qui sont venus, qui ont investi des tonnes d'argent dedans, et du coup il faut qu'on défende notre passion et la liberté et tout ça. On a commencé à mettre le logo de l'émission suivante, je pense que ça veut vraiment dire qu'il faut qu'on arrête. Je tiens à vous remercier, donc Pof, Karine, Fanny, Luc et Jean-Baptiste, j'y suis arrivé, merci à vous, merci à tous ceux qui ont assisté. Dans 5 minutes, c'est Geeksec qui va trouver. Merci à toi. Et merci de nous avoir invités aussi. Et rappelez-vous que l'important, c'est le futur, c'est ce que vous produisez. Voilà. Allez. Podren continue avec Geeksec qui va trouver.